Tempête de grêle, inondations meurtrières, les événements climatiques extrêmes se multiplient, mais sommes-nous prêts à les affronter? Partons d'abord dans la vallée du Gier, à Givors, où, rappelez-vous, il y a un an, ces images incroyables, la rivière était totalement sortie de son lit, les centres commerciaux avaient été inondés et des torrents de boue avaient tout emporté sur leur passage. L'eau était montée de 2 mètres en quelques heures. Eh bien, nous sommes retournés dans la vallée et nous avons rencontré des habitants qui ne sont pas prêts d'oublier ce qu'ils ont vécu il y a un an. Étienne Prigent, Nicolas Becker. Dans plusieurs communes de la région, des inondations dantesques et des cours d'eau qui partout débordent. Ce jour-là, les pompiers sont appelés pour des centaines de sauvetages. Parfois in extremis par les airs, il n'y a pas de victimes. Mais les dégâts matériels sont considérables. Je me dis, il y a pire, mais on a envie. À Givors, c'est toute la zone commerciale qui a été submergée. Clients et employés piégés pendant de longues heures. À l'image de Stéphane Quétal, qui a vu les portes de son magasin céder sous la force du courant. On a une vague, mais vraiment une vague de 50-60 cm qui commence à tout balayer dans le magasin, mais vraiment tout balayer. Et on se retrouve avec 80 cm d'eau dans le magasin. Oh non! Réfugié en hauteur dans une mezzanine avec ses collègues, il est resté bloqué pendant 9 heures avant d'être évacué, d'abord à pied, puis en bateau. On était obligé de se mettre en file indienne, on ne voyait plus rien, on ne savait plus où on était, c'était le chaos complet, le cauchemar. Son magasin, lui, n'a pu rouvrir que cet été après 8 mois de travaux et de chômage technique. Nous vendons que de l'occasion. Donc quand vous n'avez plus de stock, vous ne pouvez plus vendre. Et ce n'est pas un stock que vous pouvez acheter dans un fournisseur, dans un grossiste, c'est nos clients qui fournissent notre magasin. À l'époque, la crue a aussi paralysé l'autoroute, noyé des véhicules. Impossible de rejoindre la zone pour ce patron d'une boulangerie. Vous bougez pas de là où vous êtes? Au bout du fil, un de ses salariés alors inquiet de la montée des eaux. L'angoisse pendant, et après la catastrophe, avec la gestion des assurances, des machines qui encore aujourd'hui souffrent de l'humidité. L'assurance a couvert à peu près 70%. On ne sort pas indemne d'un événement comme ça. Pour l'avenir, Tom Vidal espère des travaux, mais depuis un an à Givors, ils n'ont pas encore débuté. Si on n'arrive pas à sécuriser la zone correctement, les fonds de commerce ont perdu de la valeur. À 10 km en amont, à Rive de Gier, là encore, la crue centenale de la rivière et ses conséquences désastreuses. Le centre-ville en état d'alerte sous les eaux chargées de boue. Et un traumatisme pour les habitants comme Serge Fuentes, que nous avions rencontré au lendemain des inondations. Vous voyez la hauteur d'eau qui est passée. Aujourd'hui, son appartement en rez-de-chaussée reste inhabitable en raison d'un taux d'humidité de 100%. Pour vous faire voir, il y a des sangs forcés. Mais le plâtre, il est carrément imbibé d'eau. Hein. Hébergé depuis chez ses filles, Serge Fuentes espère beaucoup du fonds Barnier qui rachète les biens exposés à un risque naturel majeur. Risque qu'il craint désormais à chaque orage. Maintenant, quand il se met à pleuvoir, c'est la valeur de 1 mois. Et on ne sait pas, on est débordé. Enfin, moi personnellement, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Hein. 4 inondations destructrices en moins de 30 ans. C'est tout l'aménagement du centre-ville de Rive de Gier qu'il faut revoir selon le maire. La rivière arrive et elle passe ensuite donc sous une voûte. Avant de disparaître sous la ville, sous le béton, et ce pendant plus d'1 kilomètre de sang. Donc là on descend la rivière, on descend sur la rivière. Donc la rivière est complètement canalisée, endiguée. Ça n'est plus une rivière, c'est une canalisation finalement. Une canalisation qui ne suffit plus. L'idée serait donc de tout découvrir et d'exproprier des bâtiments entiers. Des études sont en cours. Combien de maisons, combien d'habitations, combien de commerces doivent être déplacés, déconstruits, démolis, si on le décide, une vingtaine d'années de travaux dans notre centre-ville. Donc c'est considérable. Budget estimé entre 150 et 200 millions d'euros pour éviter peut-être d'autres dégâts coûteux eux aussi et qui s'accumulent d'année en année. Et on vient de le voir dans ce reportage, pour éviter les inondations, les villes doivent faire de gros travaux. Je vous emmène à Nîmes, qui est devenue une ville modèle pour lutter contre les crues. Elle a déployé des moyens gigantesques pour sécuriser la ville, comme ces bassins géants et ces méga-tunnels construits sous terre, prévus pour évacuer l'eau. Regardez, Claire Blondieu, Antoine Placier. Dominique Dussène a une inquiétude.
se retrouver avec sa maison complètement inondée. À Nîmes, dans son quartier, c'est déjà arrivé en 2015. Alors pour se protéger, la mairie lui a offert un équipement. Moi je mets ça là, je gonfle en 2-3 fois. Voilà, le voyant il est rouge, on enlève. Ce bâtard d'eau se fixe dans l'encadrement de la porte d'entrée. C'est une protection étanche, une sécurité pour ce Nîmois. Moi en tout cas ça me rassure. Quand il pleut trop fort ou quoi que ce soit, et qu'on nous annonce vraiment des alertes par le Gard, hop, on met ça en place, voilà, systématiquement. Et il n'est pas le seul habitant à s'en préoccuper. À Nîmes, la moitié de la population vit en zone inondable. Car en temps de pluie, les cours d'eau qui traversent la ville gonflent, les rivières sortent de leur lit et débordent. Comme le 3 octobre 1988, des pluies torrentielles engloutissent la ville en seulement quelques heures. 11 morts, 45 000 sinistrés et un traumatisme qui reste. Depuis, les inondations sont récurrentes, comme en 2005 ou en 2014. Aujourd'hui, la municipalité met les grands moyens. Elle a décidé de creuser un gigantesque tunnel sous la ville pour se protéger. Une première en France. Objectif, évacuer l'eau de pluie par le sous-sol le plus rapidement possible. Alors là, on est entre 2 et 6 mètres sous terre. Là. On est en train de passer sous une partie de Nîmes. D'ici 2 ans, ce tuyau sera opérationnel. Nous sommes à l'intérieur d'un tunnel. Vous voyez donc un tunnel de 3,30 mètres de diamètre intérieur. L'objectif de ces tunnels est simplement de faire passer l'eau qui aujourd'hui, lors des épisodes Cévenol, passe dans les rues, simplement le faire passer en fait sous la ville. Ce tunnel vise à améliorer un système déjà existant. Aujourd'hui, en cas de forte inondation, l'eau se déverse dans des galeries souterraines appelées cadereaux. Leur rôle, capter l'eau de pluie pour l'évacuer plus loin, hors de la ville. Mais leur capacité est devenue insuffisante. L'eau sature les galeries, remonte et inonde les rues. Les travaux visent à agrandir ces galeries pour en faire un immense tunnel de plus d'1 kilomètre. Il doit multiplier par 10 la capacité d'écoulement des eaux. Coût de l'opération, 52 millions d'euros. Un investissement colossal, accompagné sur les hauteurs de la ville par le creusement d'une énorme carrière. Ici, le plus grand bassin de rétention de Nîmes prend forme. On est en train de descendre au fond d'un trou qui fait plus de 30 mètres de profondeur et plus de 500 000 mètres cubes de stockage hydraulique, c'est-à-dire l'équivalent de quasiment 200 piscines olympiques. Dans cette cuvette, les eaux de pluie seront stockées, de quoi protéger plus de 34 000 habitants. On a cette grande saignée qui est derrière nous et qui ramène toutes les eaux de ruissellement de l'ensemble du bassin versant amont et qui vient remplir la carrière. Et donc une fois que l'événement est fini, on a ce volume d'eau qu'on vient pomper de manière très progressive pour pouvoir le rejeter au milieu naturel. Encore 5 ans de travaux avant que ce bassin ne soit opérationnel. Il y a les inondations et il y a la grêle. Les tempêtes de grêle sont et vont être à l'avenir de plus en plus fréquentes, avec des grêlons qui détruisent les voitures et les toitures des maisons. Le coût des réparations explose, mais êtes-vous couvert par les assurances? Eh bien, pas toujours, voire souvent pas du tout. Sophie Lançon, Noé Salem. Céline Leclerc se rappellera encore longtemps de cette nuit du 13 juin. Dans l'Orne ce jour-là, des grêlons comme des balles de golf s'abattent sur son toit, ses fenêtres. La tempête se déchaîne. J'étais toute seule en fait à la maison et je me suis vraiment sentie vulnérable, quoi. Vraiment, hein, c'était impressionnant. Aujourd'hui, ces volets complètement cabossés doivent être remplacés. Sa façade est criblée de trous. En fait, on a l'impression que ça a été criblé de balles, en fait. Et moi, ma crainte, c'est qu'il y ait des infiltrations et que ça s'accumule, parce qu'on est quand même dans un pays où on a beaucoup d'eau. Et puis le gel qui va arriver, et tous ces phénomènes-là me font craindre que le ravalement risque de s'effriter. Le coût des dommages, 11 000 €, presque intégralement pris en charge par son assurance. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Frappé par la même tempête, à quelques kilomètres de là, cet agriculteur, lui, est loin de voir tous ces dégâts couverts. Ses toits ont été transpercés par les grêlons, ses machines se retrouvent sous l'eau.
Pour tout remettre en état, la facture grimpe à 30 000 €. Mais comme les bâtiments sont anciens, l'assurance ne lui en remboursera que la moitié. Ça représente une surface de 150 mètres carrés. C'est un local qui abritait la partie atelier, stockage du lait. Et une fois qu'on est arrivé à se poser et qu'on relate un peu les faits, ouais, c'est quand même assez dur à encaisser. Quand même. Mais ce n'est pas tout. Cet éleveur laitier a perdu bien plus. Sa récolte de blé a été entièrement ravagée. Jusqu'à 50 000 € de dégâts non remboursés parce qu'il n'était pas assuré pour la grêle. On pensait ne pas jamais être touché par la grêle. Vous vous dites qu'il faut s'assurer maintenant Oui, on va étudier le dossier au mois d'octobre avant les semis de céréales. Les coûts peuvent même atteindre des sommets, pour les communes par exemple. La ville de Plaisir en Île-de-France a été touchée par la grêle le 3 mai dernier. Les terrains de tennis au toit percé se sont retrouvés inondés. Et là, on a investi combien alors au niveau montant? Là, on a mis une première tranche, rien que suite à la grêle, c'est 100 000 € pratiquement de dégâts. D'accord, ok. Voilà. Et les assurances Le problème, c'est que notre contrat ne couvre pas, c'est ça le problème. Non mais c'est dingue. C'est comme ça malheureusement. Mauvaise surprise pour la ville. Ces parties du toit, ni en métal ni en zinc, ne sont pas couvertes, malgré un contrat d'assurance de 130 000 € par an. Impossible aussi de faire reconnaître le régime de catastrophe naturelle. Financé par la solidarité nationale, la grêle en est exclue. Eh bien, c'est à notre charge, complètement à notre charge. Donc 200 000 €, c'est quelque chose qui est important, surtout quand ce n'est pas prévu au budget. C'est un vrai sujet, mais il fallait le faire. Les dommages ne cessent d'augmenter depuis quelques années. Une situation qui risque encore d'empirer. De 67 jours de grêle par an aujourd'hui, la France passerait à 92 d'ici 2050. Alors ce risque pourra-t-il encore être assuré à l'avenir? Les assureurs se veulent optimistes. Après le déluge en Île-de-France au printemps dernier, Allianz a installé 3 usines de débosselage, avec un portique, pour identifier vite et précisément chaque impact de grêle. Et des artisans spécialisés capables d'effectuer des réparations très rapides. Ces usines éphémères doivent permettre d'optimiser les coûts, seul moyen de limiter la hausse des tarifs. Je ne dis pas que les tarifs ne vont pas augmenter, encore une fois. Nous, notre enjeu, c'est bien de nous assurer de réparer vite et au meilleur coût les véhicules. Ce sera bien le cas selon un cabinet spécialisé. Avec la multiplication des intempéries, les primes d'assurance automobile et habitation devraient augmenter jusqu'à 8% l'an prochain. Et symbole de ce phénomène climatique extrême, la crue éclair et dévastatrice de septembre 2024 dans la vallée d'Aspe. Nicolas Châteauneuf et Philippe Maire nous expliquent ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Et c'est limpide, vous allez voir. Le vendredi 6 septembre, la situation météo est particulièrement instable dans le sud-ouest de la France. Les satellites montrent une grande dépression tourbillonnée dans le golfe de Gascogne. Cette dépression transporte de l'air chaud et humide de l'océan Atlantique vers les Pyrénées, du sud vers le nord. Mais à 5000 mètres d'altitude, l'air est beaucoup plus froid que d'habitude. La rencontre de ces deux masses d'air va être explosive. Au-dessus des Pyrénées, de multiples orages se développent sur les crêtes montagneuses et commencent à déverser des quantités phénoménales de pluie des deux côtés. À Gavarnie, sur la station de Météo France, il est tombé en 24 heures 185 mm, soit 185 litres d'eau par mètre carré, l'équivalent de 2 mois de pluie. Dans la nuit du 6 au 7, les orages restent bloqués au-dessus des vallées. À cause du relief, l'eau dévale les pentes de tous les côtés et se déverse dans les cours d'eau principaux dont le niveau grimpe à toute vitesse. Les sols déjà saturés d'humidité ne peuvent rien absorber. Dans la vallée, le gave d'Aspe monte de 2,50 m en quelques heures. L'eau emporte tout sur son passage, la terre, les pierres, la végétation. Ces phénomènes violents sont connus, mais le réchauffement climatique augmente leur intensité et leur fréquence. Car plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'humidité. 7% de plus par degré supplémentaire. Suffisant pour amplifier les pluies torrentielles et les inondations.